C'est jamais trop tôt pour se mettre dans l'esprit des fêtes. Et quelle meilleure façon de le faire qu'avec l'un des meilleurs groupes a cappella qui soit. Veuillez accueillir Pentatonix. Et si je vous disais que la note la plus aiguë de la pop n'a pas été chantée par Maria, mais par un gamin du Texas Baptiste qui refusait de chanter comme un homme? C'est ça Mitch Grassi. Avec ce fameux sifflement B7, il a un jour plongé un stade de football du vendredi soir dans un silence stupéfait. Mais derrière la gloire de cette note se cachait un monde de trahison discographique épique. Nous avions les mêmes professeurs, et nous avons donc vraiment appris à nous mélanger naturellement. Et c'était vraiment cool de l'apporter ici. Un alter ego solo caché appelé Messer et une bataille une bataille pour maintenir Pentatonix vie, tout se battant pour une voix qui refusait de baisser juste pour correspondre à la marque. Il est temps de tout vous dire sur Pentatonix et sur la façon dont Mitch Grassi a failli tout perdre. Avant que Pentatonix ne soit une marque mondiale, c'était 3 enfants du Texas avec un rêve et une date limite. Mais comment une journée frénétique s'est-elle transformée une révolution à 5 personnes du jour au lendemain? Alchimie de 24 heures. Vous connaissez ce sentiment quand quelque chose s'enclenche si parfaitement qu'on a l'impression que ça ne devrait pas être autorisé? C'est ce qui s'est passé le jour où Pentatonix est devenu Pentatonix. C'était désordonné, frénétique, et pourtant parfait, tout ça 24 heures. Et Mitch Grassi, lui, était plein milieu de tout ça, portant une tessiture de 5 octaves qui pouvait fendre une pièce tout donnant l'impression d'un murmure. Mitch a dit à ses fans « Il est temps de tout vous dire sur Pentatonix ». Alors, revenons au jour qui a tout changé. Tout a commencé à Arlington, au Texas, où les vendredis étaient normalement faits pour le football et où les enfants étaient censés chanter bas et fort, jamais haut et doux. Mais Mitch et ses amis d'enfance, Scott Hoying et Kirsten Maldonado, ne se souciaient pas vraiment de s'intégrer. Ils avaient cette idée qu'ils pouvaient faire une reprise de téléphone de Lady Gaga, mais ils avaient besoin d'un son qui soit plus imposant que leurs 3 personnes debout dans un salon avec une caméra pointée sur un écran d'iPhone fissuré. Scott a découvert l'émission de Sing Off de NBC et a décidé qu'ils allaient auditionner. Le problème, c'est que les règles stipulaient qu'ils devaient être au moins 5 et que c'était déjà la veille de la date limite de soumission. Imaginez avoir 19 ans dans une ville qui veut que vous gardiez vos rêves petits et que vous ayez soudainement besoin de trouver 2 autres personnes pour transformer une équipe de reprise de lycée maladroite, un groupe capable de se mesurer à la télévision nationale. L'urgence était réelle. Kevin Olusola est entré scène grâce à une vidéo YouTube où il jouait du violoncelle et faisait du beatbox même temps. Un clip qui semblait venir d'une autre planète pour 3 enfants qui avaient à peine de quoi payer l'essence pour se rendre aux répétitions. À Kaplan, la basse est arrivée parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse frapper le plancher avec sa voix pendant que Mitch flottait dans les nuages avec ses notes aiguës. Ce n'était pas un long été magique de rapprochement et de préparation. C'était une seule journée, une poignée d'appels et un choix de simplement foncer. On peut presque imaginer la scène. Scott faisant les 100 pas dans une chambre, Kirsten essayant d'organiser des partitions, Mitch s'exerçant à des sifflements qui faisaient hurler le chien d'à côté, et Kevin et Avi entrant avec à peine le temps de dire bonjour avant d'appuyer sur enregistrement. Ils ne se connaissaient pas et ils ne savaient pas comment ça sonnerait. Ils savaient juste que c'était maintenant ou jamais. Ce chaos de dernière minute est quelque sorte devenu la colle qui a soudé leurs voix ensemble. Et cela a transformé ce qui aurait pu être une audition tremblante et non travaillée quelque chose de brut et de vivant. Leur alchimie de dernière minute était-elle la véritable raison pour laquelle Epic Records les a signés si vite? Voyant quelque chose qui semblait trop vivant pour être ignoré, il vaut la peine de se poser la question, car parfois, les meilleures choses viennent de Coca-Wam de ce qu'on n'a pas le temps de tergiverser. Ils avaient besoin d'un nom. Et Scott a trouvé l'inspiration dans la gamme pentatonique, qui est une gamme musicale de 5 notes utilisée dans le monde entier. Cela avait du sens pour un groupe de 5 personnes, mais ils ont ajouté un X à la fin pour lui donner un peu de mordant. Pentatonix avec un X ressemblait à une petite rébellion, comme un clin d'œil au fait qu'ils n'avaient pas l'intention de s'intégrer dans les cases habituelles
que l'industrie musicale s'attendait à ce qu'ils cochent, et quand ils sont montés sur scène pour The Sing-Off, il était clair que quelque chose se passait. La voix de Mitch n'a pas été abaissée pour correspondre à la marque. Le beatboxing de Kevin a apporté un nouveau type de rythme. La Basda les a ancrés, et Scott et Kirsten ont ajouté des couches qui ont transformé chaque chanson une histoire miniature. La foule l'a senti, les juges l'ont senti, et pour les enfants qui ont grandi dans les années 2000 et 1980, où la cappella était plus une répétition de chorale qu'un billet pour la célébrité. Voir Pentatonix à la télévision nationale, c'était comme assister à un bug dans le système, mais de la meilleure façon qui soit. Ils ont gagné The Sing-Off, et pendant un moment, on a eu l'impression que le plus dur était passé, mais gagner n'était que le début. Imaginez que vous pensez avoir réussi, pensez que tout va se mettre place pour qu'Epic Records, le label qui était censé vous aider à vous lancer, vous laisse tomber à peine 3 semaines plus tard. C'était comme un coup de poing dans l'estomac pour un groupe qui commençait tout juste à croire qu'il pouvait percer. Cela a laissé Mitch debout là, avec une voix qui pouvait planer au-dessus des stades, se demandant si tout était sur le point de disparaître. Mais avant d'arriver à ce chagrin, je veux savoir ce que vous pensez. Avez-vous déjà eu une victoire de dernière minute? Le genre qui s'est produit parce que vous n'avez pas eu le temps de trop réfléchir et que c'est finalement la meilleure chose qui pouvait arriver. Gagner de Sing-Off était énorme pour eux. Oui, mais pourquoi Epic les a-t-il largués 3 semaines plus tard? Et comment Pentatonix s'est-il relevé sans label, utilisant les seuls outils dont il disposait et une plateforme YouTube? Du triomphe télévisuel au rejet par un label, vous connaissez ce moment où vous pensez avoir réussi, et où tout ce pourquoi vous vous êtes battu est enfin réel. C'est là que se trouvait Pentatonix, fraîchement auréolé de sa victoire à The Sing-Off, prix espèce besmin des familles sarvati qui les acclament chez eux au Texas, et tout un Internet qui attend de voir ce qu'ils vont faire ensuite. On avait l'impression que le monde s'était ouvert pour eux. Ils ont gagné et c'était censé faire leur début dans une grande maison de disques. C'était le moment où Mitch Grassi pouvait enfin montrer au monde la puissance d'une voix qui refusait de baisser juste pour s'intégrer. Mais ensuite, 3 semaines plus tard, c'était fini. Epic Records, le label qui était censé les lancer, a laissé tomber Pentatonix avant même qu'il n'enregistre un seul album. Pas de temps de studio, pas de contrat radio, juste un email poli et un appel téléphonique qui les a renvoyés avant même qu'ils n'aient eu le temps de respirer. On peut presque le voir. Mitch, assis avec Scott et Kirsten, rafraîchissant leur boîte de réception, attendant cette feuille d'appel, leur disant quoi enregistrer, quel spectacle ils allaient donner tête d'affiche et sur quelle scène ils allaient enfin monter tant que professionnels. Au lieu de cela, ils ont eu le silence, et on a eu l'impression que le rêve était terminé avant même d'avoir commencé. Vous vous demandez peut-être pourquoi un label abandonnerait un champion de télé fraîchement émoulu, avec un public intégré et un moment viral derrière lui. L'industrie était train de changer et la cappella n'était pas un pari sur lequel Epic voulait miser de l'argent réel. La cappella était encore considérée comme une nouveauté, quelque chose que l'on pouvait voir dans une cour d'université ou dans une émission spéciale de Noël. Pas quelque chose que l'on verrait tête des hit-parades ou tourner à guichet fermé. À guichet fermé. Et Pentatonix, c'était 5 jeunes sans groupe, sans label et sans aucune voie à suivre, si ce n'est celle qu'ils étaient prêts à tracer eux-mêmes. Mitch Grassi a dit à ses fans « Il est temps de tout vous dire sur Pentatonix. » Et voici ce que la plupart des gens n'ont jamais su de ce moment. La victoire ne les a pas définis, c'est la perte. Ils avaient le choix. Ils pouvaient s'aller, retourner à l'université, reprendre une vie normale, ou ils pouvaient faire la chose la plus effrayante imaginable au début des années 2000, alors que YouTube était encore un endroit pour les vidéos de chats et les vlogs basse résolution tournés avec des webcams fissurées. Ils pouvaient essayer de construire quelque chose eux-mêmes, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Scott, Kirsten, Mitch, Avi et Kevin ont mis commun le prix argent qu'ils ont gagné à The Sing-Off et ont décidé d'enregistrer leurs propres vidéos. Pas de label pour les guider, pas de studio chic, juste une caméra, un mur blanc et une vision. Leur première vidéo était brute et dépouillée. Et
avec des harmonies serrées et des arrangements qui semblaient balmaintés, semblaient plus grands que ce que 5 voix auraient dû pouvoir produire. Les notes aiguës de Mitch étaient là, non filtrées, sans qu'aucun dirigeant de label ne lui dise de chanteur plus bas pour que ce soit plus agréable à la radio. Et le beatboxing de Kevin lui a donné un rythme qui semblait vivant. Quelques semaines, le nombre d'abonnés a commencé à augmenter. Quelques centaines, puis quelques milliers, puis quelques centaines de milliers. L'un de leurs premiers moments viraux est venu d'une reprise de Somebody That I Used to Know. Elle a explosé, attirant des spectateurs qui n'avaient jamais entendu parler d'a cappella comme ça auparavant. Ils ne se contentaient pas d'harmoniser pour le plaisir, ils réinventaient les chansons pop et leur donnaient une complexité à plusieurs niveaux qui ressemblait à du cinéma, presque comme si vous entendiez une chanson pour la première fois. YouTube est devenu leur scène et ils ont appris à monter, filmer, enregistrer et publier avec le genre de discipline que l'on n'apprend pas dans un bureau de label. Mitch, qui s'était autrefois demandé si le monde accepterait un jour une voix masculine capable d'atteindre des notes dont la plupart des chanteurs ne font que rêver, a découvert qu'il y avait un public avide d'entendre exactement cela. La croissance précoce de la chaîne n'était pas un coup de chance. C'était le signe que le monde était train de changer et que Pentatonix était prêt à surfer sur cette vague. Une bulle de texte dramatisée apparaîtrait ici. Que publions-nous ensuite? Avons-nous même assez d'argent pour payer le loyer ce mois-ci? Avez-vous vu le nouveau nombre d'abonnés aujourd'hui? Parce que ce n'était pas un lancement soigné par un grand label. C'étaient 5 jeunes artistes travaillant dans des appartements, montant jusqu'au lever du soleil, téléchargeant des vidéos et rafraîchissant la page pour voir les vues et augmenter temps réel, apprenant au fur et à mesure. Ils faisaient des arrangements, tournaient, montaient et publiaient, répétant le processus encore et encore, semaine après semaine, refusant de laisser le rejet du label être le dernier mot de leur histoire. Le pari de Pentatonix a porté ses fruits. Leur chaîne YouTube a atteint plus de 5 millions d'abonnés avant même qu'ils ne décrochent leur premier Grammy. Leurs vidéos ont attiré des millions de vues et leurs fans sont devenus l'équipe de marketing qu'ils n'avaient pas, et partageant des reprises, faisant des vidéos de réaction et se présentant à des spectacles directs qui ont commencé petits, mais se sont développés ville par ville, pays par pays. Ce n'était pas le plan d'Epic Records pour eux, mais c'est devenu le plan que Pentatonix a écrit pour lui-même. Et c'est le pouvoir du pivot. Quand les gardiens disent non, vous trouvez une autre façon d'entrer. Et parfois vous réalisez que vous n'aviez pas besoin de leur porte premier lieu. Alors ensuite, place à la note aiguë qui allait réécrire l'histoire des Grammys. Parce qu'ensuite, nous allons plonger dans la façon dont Pentatonix a transformé des reprises virales, albums primés. Comment la voix de Mitch Grassi a brisé les règles de ce à quoi la musique pop pouvait ressembler et comment le groupe est passé d'espoir de YouTube à lauréat de Grammy, prouvant que parfois, la meilleure façon de gagner le jeu est de le jouer selon vos propres règles. Le roi des 5 octaves, 3 Grammy. Avez-vous déjà entendu une note si aiguë que vous avez dû vérifier si vos haut-parleurs étaient défectueux ou vous êtes-vous surpris à rembobiner juste pour être sûr qu'un être humain avait réellement produit ce son? C'est ce qui se passe la première fois que vous entendez vraiment Mitch Grassi. Parce que pendant que le monde s'empressait d'étiqueter Pentatonix comme ce groupe d'a cappella de la télé, Mitch, lui, était train de tordre les règles du chant pop silence, un sifflement à la fois. Et Mitch a dit à ses fans « Il est temps de tout vous dire sur Pentatonix ». Alors, parlons de la voix qui a transformé l'a cappella d'un gadget de scène secondaire une révolution tête des hit-parades. La voix de Mitch n'est pas seulement aiguë, elle est stratosphérique. Documentée comme allant du F-2 jusqu'à un B7, sa tessiture couvre 5 octaves, ce qui le place dans une compagnie rare, juste à côté des sifflements de Mariah Carey et des performances opératiques de Freddie Mercury. Vous pouvez imaginer un rouleau de piano à l'écran ici. Chaque note s'allumant au fur et à mesure que Mitch monte de plus haut, se terminant par ce B7 qui ressemble plus à du verre qui se brise qu'à un son
que l'on attendrait d'un type qui a grandi dans un monde texan qui lui disait que les garçons étaient censés chanter bas. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. En PASA, Mitch ne se contentait pas d'atteindre ses notes pour le spectacle. Il a fait des armes qui ont alimenté l'ascension de Pentatonix vers le grand public. Leur medley de Daft Punk a attiré plus de 324 millions de vues, Mitch superposant des harmonies incroyablement aiguës qui ont fait passer la chanson d'une reprise à un spectacle sonore. Cette seule vidéo a aidé Pentatonix à remporter son premier Grammy du meilleur arrangement instrumental ou a cappella 2015. Il y a ensuite eu La danse de la fée draguée, une autre performance primée au Grammy, où le registre de sifflet de Mitch s'est mélangé au beatboxing de Kevin d'une manière qui donnait l'impression d'assister à un numéro de funambule, sauf que la corde était invisible et que la chute était une note manquée que l'on n'entendait jamais. Et si vous voulez voir comment cette voix se compare à celle des légendes, il vous suffit de consulter leur collaboration avec Dolly Parton sur Jolene. Cette performance, brute et directe, a valu à Pentatonix son 3e Grammy, montrant que la cappella pouvait tenir sa place sur une scène dominée par des productions pop soignées. Les notes aiguës de Mitch n'étaient pas seulement un talent, c'était une stratégie. Et voici la partie amusante. Mitch a un jour révélé sa technique pour maintenir ses aigus à briser les vitres. Il appelle cela la technique du changement de voyelle Bob l'éponge. Oui, vous avez bien entendu. Il modifie le placement de ses voyelles dans sa bouche, presque comme s'il actionnait un interrupteur pour obtenir un ton plus clair et plus fin qui lui permet de glisser vers ses sifflements sans forcer ni se fatiguer. C'est le genre de détail qui explique pourquoi vous pouvez essayer de l'imiter sous la douche et finir quand même par craquer à mi-chemin d'un C5 alors que Mitch a l'air de ne faire que commencer. Parlant de ce CS5, voici un défi pour vous. Essayez. Enregistrez-vous train d'atteindre cette note. Publiez-la et identifiez cette chaîne. Car voyons combien d'entre vous peuvent même s'approcher de ce que Mitch peut faire sans se casser une corde vocale cours de route. Ce qui est fou, c'est que ces victoires au Grammy c'est pas un coup de chance ou un moment viral unique. Elles prouvaient de nouveau que Pentatonix avait percé le code de ce que la cappella pouvait être. Pendant des décennies, la cappella est restée bloquée dans le domaine des quatuors de barbershop ou des groupes universitaires, quelque chose que l'on pouvait voir lors d'un événement sur le campus dans les années 1980. Mais lorsque Mitch a superposé ses notes aiguës à la percussion de Kevin et à la basse d'A, ce n'était pas juste une autre performance. C'était un recalibrage de ce que la voix humaine pouvait faire, de la façon dont elle pouvait se mélanger, s'entrechoquer et créer une tension sans avoir besoin d'un seul instrument pour la soutenir. Leurs vidéos sur YouTube, filmées dans des couloirs, dans des salons et contre des murs blancs, sont devenues leur maison de disques. Chaque téléchargement était une sortie et chaque sortie était un test. Les gens écouteraient-ils un arrangement de l'évolution de la musique qui s'étend sur des siècles dans une seule vidéo? Plus de 100 millions de vues plus tard, la réponse était claire. Et la voix de Mitch était le fil conducteur qui reliait ces expériences. Son contre-ténor n'était pas un gadget, c'était l'épine dorsale du son du groupe. Il a permis à Pentatonix de prendre des risques, de reprendre des chansons auxquelles on ne s'attendrait jamais à ce qu'elles fonctionnent a cappella, et d'attirer un public qui ne savait même pas qu'il voulait entendre un groupe sans instrument dominer les reprises pop. Lorsqu'ils sont montés sur la scène des Grammy pour accepter ces prix, ce n'était pas seulement pour Pentatonix, c'était pour tous les enfants à qui on a dit de chanter plus bas, d'avoir l'air plus normal et de s'intégrer. Les notes aiguës de Mitch Grassi sont devenues une déclaration, un rappel que la voix n'a pas à suivre les règles. Et parfois, les enfreindre est exactement ce qui vous fait remarquer. Et voici le hic, la voix de Mitch n'était que la moitié de la révolution. Parce que pendant que les notes aiguës gagnaient des Grammys, il retournait tranquillement toute la conversation autour de la masculinité, de l'identité et de ce que signifie se montrer exactement tel que l'on est dans une industrie qui adore vous mettre dans des cases. Mais que se passe-t-il lorsque votre voix brise les barrières et que votre existence même défie les règles, elle aussi? Comment la queerness de Mitch est-elle devenue tranquillement la déclaration la plus audacieuse et la plus révolutionnaire de Pentatonix?
la reine des contre-ténors. Avez-vous déjà entendu l'expression Queen will do what a queen does? Mitch Grassi a dit ça une fois. Et c'est une de ces phrases qui frappent différemment quand on sait d'où il vient. Parce que Mitch ne chantait pas seulement 5 octaves plus haut que pour la frime ou pour les scènes des Grammys, ou même pour les reprises virales qui ont illuminé YouTube dans les années 2010. Il chantait comme ça dans le Texas Baptiste, dans un monde où le football était une religion et où être différente était souvent considéré comme un problème à régler, pas une vérité à célébrer. Mitch a dit à ses fans « Il est temps de tout vous dire sur Pentatonix ». Et cette partie, c'est peut-être le chapitre le plus important. La queerness de Mitch n'était pas une note de bas de page à son histoire. C'était le cœur de celle-ci, même quand le monde n'était pas prêt à le voir. Dans des interviews, Mitch a parlé de son enfance à Arlington, cachant qui il était dans les couloirs de l'école, tout rêvant de scènes où il pourrait enfin se montrer pleinement. Son père l'a soutenu et la musique est devenue l'exutoire dont Mitch avait besoin. Mais il y avait toujours cette tension d'être un enfant queer dans un endroit où l'église était le centre de la communauté et où les services du dimanche ne laissaient et pas toujours de place à un garçon qui chantait sifflement et portait de l'eyeliner à l'école. Et puis Pentatonix a explosé et le monde entier les regardait. La voix de Mitch leur permettait de gagner des Grammys, mais sa présence, son style sans complexe, faisait autre chose. Cela élargissait l'idée de ce à quoi une pop star masculine pouvait ressembler et sonner. On pouvait le voir dans de petits moments. La façon dont il se tenait sur scène, la façon dont il s'habillait, la façon dont il ne baissait pas sa voix d'une octave dans les interviews pour paraître normal, et la façon dont il ne cachait pas ses ongles ou n'enlevait pas son maquillage avant de passer direct. C'était une révolution silencieuse, et elle se produisait temps réel sur YouTube. Et il y a cette histoire, une anecdote de chauffeur Uber que Mitch a partagée, où il rentrait d'un spectacle et le chauffeur lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Mitch a répondu qu'il était chanteur. Le chauffeur lui a demandé s'il était dans un groupe, et Mitch lui a expliqué Pentatonix. Le chauffeur a fait une pause, puis a dit qu'il connaissait le groupe, ajoutant « Mais il y a ce type qui chante très haut, plus haut que les filles ». Mitch l'a regardé et a répondu « Oui, c'est moi ». Il y a eu ce moment de silence gêné, celui où on attend que le jugement tombe, mais ensuite le chauffeur a souri et a dit « Mec, c'est plutôt cool ». Des moments comme ça comptent parce qu'il ne s'agissait pas seulement de notes sur une gamme, il s'agissait de présence. Et Mitch, dans une lettre ouverte de Billboard Pride, a parlé de la façon dont la fusillade dans une boîte de nuit d'Orlando lui a fait réaliser à quel point la visibilité compte et comment le simple fait d'exister peut être un acte de défi et d'espoir en même temps. Il a écrit sur la façon dont les enfants queer qui regardent Tyson Sawyer, Pentatonix et qui regardent Pipersa, qui est Superfruit, son projet duo avec Scott, peuvent voir qu'il y a une place dans le monde pour des voix et des gens comme eux. Et soyons réalistes, ce n'était pas toujours facile. Même si Pentatonix grimpait dans les charts, Mitch naviguait dans une industrie musicale qui ne savait pas toujours quoi faire avec une pop star masculine ouvertement queer qui n'avait pas peur de mettre la féminité au premier plan. La pop a toujours eu de la place pour la queerness, mais elle est souvent enveloppée d'un langage codé ou caché derrière des images publiques soigneusement sélectionnées. Mitch était différent. Il le portait sur sa manche, dans son maquillage, dans ses posts Instagram et dans sa façon de bouger sur scène, et il le faisait sans s'excuser. Vous pouvez imaginer des tweets à l'écran ici, des fans écrivant « Voir Mitch m'a fait me sentir moins seul » ou « Grâce à Mitch, j'ai enfin fait mon coming out ». Parce que c'est le pouvoir de la représentation. Elle ne se contente pas de divertir. Elle guérit, défie et change ce qui est possible pour la prochaine personne qui la voit. Cette authenticité a-t-elle secrètement élargi la base de fans de Pentatonix? Il vaut la peine de se poser la question, car dans un monde qui récompense souvent le conformisme, le public de Pentatonix a grandi avec eux, embrassant l'honnêteté que Mitch a apportée à la scène et à l'écran. Les fans ne se sont pas contentés de se présenter pour les harmonies ou les reprises virales. Ils sont venus parce qu'ils se sont vus refléter, peut-être pour la première fois, dans quelqu'un qui se tenait avec assurance sous les projecteurs, chantant comme une reine,
bougeant comme une reine et vivant comme une reine. Mitch Grassi, la reine des contre-ténors, ne se contentait pas de redéfinir ce à quoi une chanteuse pop masculine pouvait ressembler. Il a montré à quoi ressemblait le fait de vivre sans se rétrécir, de chanter sans baisser d'une octave pour s'intégrer et de rester fidèle à soi-même, même quand on a l'impression que le monde vous demande de diminuer votre lumière parce que la musique n'était qu'une partie de la révolution. Messer guérit dans l'ombre. Et si je vous disais que même après les Grammys, les reprises virales et les tournées dans les stades, Mitch Grassi avait encore besoin d'un endroit pour se cacher, un endroit pour guérir tranquillement dans les coins sombres d'un studio où les attentes de Pentatonix ne pouvaient pas le suivre. Cet endroit est devenu Messar, le projet parallèle électrogoth de Mitch, et c'est peut-être la partie la plus brute de son histoire. Mitch a dit un jour que Messer était né dans l'isolement, du calme que le monde nous accorde rarement, et qui ne vient parfois que lorsqu'on se force à s'asseoir avec ses propres ombres. 2020, pendant le confinement des clubs, alors que le monde était figé et que les spectacles directs étaient annulés, Mitch a fait ses débuts. Tant que Messer, montant sur Instagram direct pour partager une musique qui ne ressemblait rien aux harmonies soignées de Pentatonix. L'EP Roses est arrivé comme ça, tranquillement mais puissamment. Un ensemble de morceaux que Mitch a décrit comme une exploration de l'autodestruction, du chagrin d'amour et de la beauté qui peut ressortir de la décomposition. Il ne s'agissait pas de perfection ou de la voix qui pouvait atteindre les sifflements. Il s'agissait de laisser ses notes craquer si nécessaire, de laisser les paroles saigner et de laisser l'obscurité ressembler à une couverture plutôt qu'à quelque chose à craindre. Le projet n'était pas un travail d'appoint pour obtenir des flux supplémentaires, c'était une thérapie capturée dans des morceaux de 4 minutes. Mitch a appelé les prochaines coupes d'albums des chansons du plancher de la salle de montage, des morceaux qui ne convenaient nulle part ailleurs mais qui exigeaient d'être entendus. Il a parlé de traiter les traumatismes de l'enfance à travers ses chansons, de guérir des blessures que la gloire et les récompenses ne pourraient jamais tout à fait atteindre. Messor est devenu un espace sûr où le contre-ténor pouvait laisser sa voix se briser, se glisser dans des voix déformées et laisser de lourdes couches de synthétiseurs noyer le monde, ne serait-ce qu'un instant. Vous pouvez l'imaginer maintenant. Un moodboard b-roll avec de la statique VHS, des taches de rouge à lèvres noires et des lumières néon clignotant dans des clubs vides pendant que les lignes de synthé de Messer pulsent arrière-plan. Et cela vous fait vous demander, les morceaux de Messer pourraient-ils un jour se faufiler dans les futures tournées de Pentatonix? À quoi cela ressemblerait-il si le travail de l'ombre de Mitch rencontrait les harmonies lumineuses du groupe qui a fait de lui un nom connu? Mais c'est prouve que même lorsque vous avez réussi, le travail de guérison, d'exploration et de redéfinition de soi ne se termine jamais vraiment. Pour Mitch, Messer est devenu un endroit où il pouvait reprendre le pouvoir sur les parties de lui-même que le monde a essayé de faire taire, transformant son traumatisme art sans qu'il ait besoin de s'intégrer à une marque, à un changement de tonalité ou à un moment viral. Mais après avoir récupéré sa voix dans l'ombre, où vont Mitch Grassi et Pentatonix ensuite? À quoi ressemble l'avenir pour un groupe qui a déjà enfreint toutes les règles, Pentatonix 2030 et au-delà? À quoi ressemble l'avenir sonore quand votre passé a déjà défié la gravité? Mitch Grassi a dit à ses fans qu'il était temps de tout vous dire sur Pentatonix. Et maintenant, alors que les années 2020 approchent de leur fin, le groupe qui a commencé avec une reprise de téléphone de dernière minute pense à la prochaine décennie d'une manière qui semble plus grande que n'importe quelle scène qu'il ait conquise jusqu'à présent. Imaginez ceci, des concerts réalité virtuelle où vous pouvez monter sur scène avec Pentatonix, sentir les vibrations du beatboxing de Kevin à travers votre casque pendant que la tessiture de 5 octaves de Mitch vous encercle comme un champ de force et entendre les harmonies de Scott, Kirsten et Matt s'empiler autour de vos oreilles temps réel, s'adaptant à l'endroit où vous regardez, où vous marchez et à la façon dont vous respirez. Cela ressemble à de la science-fiction, mais dans des interviews, le groupe a laissé entendre qu'il explorait des spectacles immersifs qui rapprochent leur musique de vous plus que jamais,
mélangeant la technologie avec la brutalité qui les a rendus célèbres. Et il ne s'agit pas seulement de la technologie. La romance à distance de Mitch avec son partenaire italien, qui s'est déroulée dans des posts Instagram discrets et des changements de paroles subtils, remodèle tranquillement le paysage émotionnel de l'écriture de Pentatonix. L'amour et le désir superposés à des harmonies serrées abordant les réalités de la distance, de l'engagement et de l'espoir de construire quelque chose de durable, même lorsque des océans se dressent sur le chemin. Ces émotions frappent différemment Mace. Frappent différemment quand on connaît l'histoire. Et Mitch n'a jamais été du genre à se retenir lorsqu'il s'agit d'intégrer l'honnêteté dans son art. Avec leur nomination aux Grammy Awards 2024 encore fraîche, Pentatonix est position d'aller de l'avant avec élan, pas avec nostalgie. Ils envisageraient de se produire à Broadway, ce qui pourrait traduire leur narration affinée sur YouTube, une expérience narrative directe utilisant la voix de Mitch comme épine dorsale d'un spectacle qui pourrait redéfinir ce à quoi ressemble l'a cappella sur une scène construite pour le spectacle. On parle même discrètement d'expérimenter des harmonies générées par l'IA, non pas pour remplacer le talent du groupe, mais pour l'amplifier. Créer des mondes vocaux superposés qui vont au-delà des limites humaines, tout conservant la chaleur du souffle et l'intention qui font de Pentatonix. Pentatonix. Qu'est-ce que vous voulez entendre dans la prochaine ère de Pentatonix? Devrait-il se lancer dans des concerts et réalité virtuelle? Ou préféreriez-vous les voir donner vie à une histoire complète de Broadway avec ses harmonies guidant le récit? Voulez-vous entendre des chansons sur l'avenir, sur l'amour qui défie les frontières et sur la promesse et les avertissements de la technologie? Le tout filtré à travers le contre-ténor intrépide de Mitch. La voix de Mitch Grassi a déjà défié la gravité, mais son histoire est loin d'être terminée. Partagez votre souvenir le plus époustouflant de Pentatonix ci-dessous et gardons cette harmonie vivante ensemble.